Yaorana et bienvenue dans Manava. Au-delà des magnifiques photos que cela permet de réaliser, le corail est d'une importance primordiale dans l'écosystème polynésien. Et nos invités du jour vont nous dresser un état des lieux de cet organisme complexe et fragile. Avec nous aujourd'hui, j'accueille Titouan Bernico, qui est le fondateur des Corals Gardeners. Alexandre Felouz, qui est chercheur au CRIOBLE, qui est le centre de recherche insulaire et observatoire de l'environnement. Yann Valizette, qui est secrétaire adjoint pour l'association Tamarino Temoana. Yana. Et Pierrick Arnay, qui est biologiste et qui est également ici pour l'association Tamarino Temoana. Messieurs, bienvenue à vous quatre, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Merci. Alexandre, Merci. on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Qu'est-ce que le corail? Quelle est son origine? Et est-ce que c'est un être vivant? Alors, premièrement, oui, c'est un être vivant. Malgré son apparence de plante, c'est un animal. Mais ici, il dépend d'une microalgue pour vivre. Et quelle est son origine? C'est une question compliquée en fait, à répondre. Son origine est en tout cas très ancienne, puisque les récifs coralliens, tels qu'on les connaît actuellement, en fait, sont apparus sur Terre il y a environ 580 millions d'années. On sait comment ils se sont créés? Créés Disons que ce groupe est apparu très anciennement et puis s'est diversifié en fait au fur et à mesure des crises pour aboutir aux espèces qu'on connaît actuellement, sachant que les espèces qu'on connaît actuellement ne sont pas fixes et en fait continuent d'évoluer tous les jours. Alors toi, tu travailles au sein du CRIOP, tu peux nous en parler et nous parler de ses missions? Oui, alors du coup, c'est un centre de recherche qui est spécialisé sur les milieux insulaires. Donc il est représenté à la fois en métropole, mais aussi ici, du coup, à la station de Moorea. Et ici, particulièrement, en fait, il va suivre le récif corallien au sens large, c'est-à-dire ça peut être les coraux, les algues, les poissons. Tout Et l'écosystème c'est qui est... tout ouais. l'écosystème du récif corallien, avec un suivi sur le long terme qui permet justement, en fait, de déterminer l'état de santé, en fait, du récif corallien. Bon, alors on va y revenir sur l'état de santé. Titouan, tu nous parles de l'association Corals Gardeners? Exactement. Du coup, c'est une organisation qu'on a montée il y a 6 ans. Quand j'ai commencé à planter mes premiers coraux quand j'avais 16 ans et je suis tombé amoureux d'avoir son petit fapou, son petit potager sous l'eau et de pouvoir bouturer et utiliser ça aussi comme moyen tangible d'embarquer les gens dans le mouvement. Du coup, j'ai arrêté à la suite mes études pour lancer le projet. Ah, carrément. Exact, ouais, j'étais parti étudier en école à Bordeaux et je m'y retrouvais pas. Du coup, je me suis dit, ok, j'ai un rêve, c'est de créer ce projet pour aider mon terrain de jeu que j'adore. Et du coup, je vais essayer, quoi. Et du coup, j'ai pris tous mes potes d'enfance, mon petit frère Yoanné de 14 ans. On a commencé dans ma chambre et on a monté aujourd'hui Coral Gardeners, qui est le projet de conservation des récifs coralliens le plus suivi au monde. L'idée, c'est à la fois de protéger le massif corallien et d'en faire quelque chose de ludique. Enfin, quand je dis ludique, c'est qui intéresse les gens et qui est une sorte d'interaction entre la protection et la connaissance. Exactement, la mission de Coral Gardeners, c'est avant tout de tenter de faire un maximum de choses pour la sauvegarde des récifs coralliens en Polynésie, mais aussi autour du monde. Et du coup, à travers la restauration des écosystèmes, on est dans la décennie de la restauration des écosystèmes selon les Nations Unies. On a aussi tout cet aspect de notre travail qui est d'embarquer avec nous les populations locales. C'est leur héritage ici en Polynésie, le corail, et on en a besoin. C'est des îles coralliennes, volcaniques et tout ça. Et du coup, on a aussi essayé, on tente de stopper certains stresseurs comme les eaux usées des hôtels, les pesticides dans l'agriculture. Donc, on est en contact. Après, je pense qu'il s'agit aujourd'hui de donner une nouvelle image à la conservation, quelque chose de plus jeune, dynamique, pour toucher un public plus large. Du coup, on a aussi cette sensibilisation à l'échelle planétaire, en fait, pour faire passer l'histoire des récifs coralliens. Ouais. Yann, quel type d'association œuvre pour protéger le corail en Polynésie? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, je pourrais parler de la nôtre, donc Tamarino Oui, bien sûr. Temoana. Donc, le président a créé cette association parce qu'il a grandi avec un papa famou qui est pêcheur et ils ont constaté qu'il fallait aller de plus en plus loin pour avoir du poisson. Et donc ça, c'était né du constat que nos lagons, la qualité de nos lagons se dégrade d'année en année. Et donc c'est né de ça. Donc au début, c'est la surveillance de la ZPR pour essayer de responsabiliser les gens par rapport aux pratiques de pêche pour éviter la surpêche. Et ensuite, par extension, il est venu nous chercher. Donc on est de la même génération, c'est à peu près la même optique que Titouan a décrit. Donc moi, je suis ingénieur dans le domaine de l'eau. Donc il est venu nous chercher pour qu'on puisse apporter notre contribution et par extension protéger les lagons, donc avec une réflexion plus large sur le cycle de l'eau, donc les rivières, sensibiliser les populations sur la pollution des rivières, sur la pollution des lagons, la pollution des océans. Donc tous nos projets tournent autour. Parce qu'il faut que la population comprenne qu'à un moment, si on balance des trucs dans la rivière,
vont arriver dans le lagon, qui vont arriver dans l'océan. Donc il y a un moment, il faut prendre le Exactement. problème en amont. Exactement, donc c'est vraiment de la sensibilisation et des projets qui tournent autour donc pour améliorer la qualité de l'eau et surtout sensibiliser les populations, les scolaires, les maisons de quartier et aussi les administrations aussi. Donc c'est un Travailler travail, avec c'est nous. limite du porte-à-porte, quoi. C'est expliquer au maximum aux gens qui sont les acteurs de ce changement. Pierrick, Exactement. parle-nous un petit peu Oui. de ton métier. Toi, tu es biologiste. Je suis biologiste pour l'association Tamari Otemoana, mais à mon temps plein, je suis doctorant à l'université de Haïfa et de Rhode Island. Alors, si Euh, tu es Haïfa, on est en Israël, Rhode Island, on est sur la côte est des on est aux États-Unis. États-Unis exactement. C'est une collaboration qui est mise en place avec 2 universités qui me permet de travailler à pas mal d'endroits dans le monde, comme Montréal notamment, ou encore Hawaï, les Caraïbes ou la mer Rouge. Ouais, qui ça va, sont- t'as bien choisi le truc. C'est bien, Je on me est suis pas mal. bien- Là. je me suis bien débrouillé. Ouais, ouais, il me semble. Hein. Quand tu viens de nous citer le truc, on se dit bon, c'est pas mal. Ouais, allez. Et je travaille notamment sur comprendre et aider aussi avec des nouvelles technologies les larves de coraux à s'incruster, à recruter sur le récif corallien pour donner une nouvelle génération de corail et continuer à préserver ce récif. Et est-ce que le problème est récurrent pour l'ensemble de la planète? C'est-à-dire que clairement, le corail est agressé par la pollution, pas par la population, mais qui est générée par la population. Et est-ce qu'on a les mêmes problèmes en mer Rouge? Est-ce qu'on a les mêmes problèmes à Hawaï et les mêmes problèmes à Montréal? Alors, il y a un énorme problème que tout le monde entendra à la télé, je pense, et sur les articles, c'est le blanchissement corallien, qui est dû à l'augmentation de la température des océans, notamment avec El Niño. Donc, par exemple, là, l'El Niño est en train de revenir en Polynésie, donc on s'attend potentiellement l'année prochaine à un nouveau blanchissement. Ça, c'est un problème qui va toucher le monde entier, mais il y a des zones un peu épargnées, comme on va prendre par exemple le Japon, la zone du Japon, qui on appelle ça les refuges coralliens, parce que l'eau est moins chaude, donc ils ont tendance à toujours rester en bonne santé. Après, on a la mer Rouge, qui est vraiment indépendante d'autres écosystèmes marins, qui eux, ont des fluctuations de 22 degrés à 32 degrés, et les coraux ne bougeront pas, ne montreront aucun signe de faiblesse. Ça, c'est des zones un peu épargnées dans le monde. En fait, comme la mer est fermée, ils sont protégés. C'est ça, entre guillemets, voilà, la salinité est beaucoup plus haute, les paramètres, du coup, ils sont adaptés à leur environnement, tout simplement. Mais si on prend par exemple les coraux en Polynésie, eux qui n'ont jamais connu énormément de grands blanchissements pendant des centaines d'années, et d'un coup, c'est arrivé dans les années 2000 où là, les blanchissements ont commencé à arriver en Polynésie, et là, bah, du coup, les coraux sont un peu dans la détresse de se dire bah, comment je pourrais faire pour m'en sortir, mais malheureusement, ça va beaucoup trop vite, quoi. pour eux. Alexandre? Ouais, bah après, je rajouterais quand même quelque chose. C'est que quand on raisonne en termes de population, c'est-à-dire un peu comme une ville, en gros, corallienne à un endroit ou à un autre, bah, il y a des villes ou des populations de coraux qui vont être en fait plus ou moins résilients en fait au changement. Si on prend Montréal, par exemple, on pourrait se dire que toute la côte nord est bousillée à cause des différents blanchissements, de la pollution, etc. Et malgré ça, en fait, des fois, en faisant juste 100 mètres en fait en plongée, on va passer d'un site qui va être complètement détruit à un site qui est plutôt bien Ouais, préservé, c'est pas quoi. linéaire, quoi. En fait, C'est jamais ouais. linéaire. Et puis, en fait, bah, va y avoir des espèces qui vont plutôt très bien se débrouiller et d'autres qui vont mal se débrouiller et donc potentiellement s'éteindre. Et puis, il faut savoir aussi que si jamais on arrive en fait à modéliser le réseau de récifs coralliens, par exemple, qu'on a autour d'une île, eh ben, on s'aperçoit, par exemple, en Australie, qu'il y a des récifs coralliens qui vont toujours blanchir ou toujours être sujets aux invasions de Taraméa. Et puis, il y en a d'autres, en fait, où presque jamais rien ne va leur arriver. Et ils vont agir un peu comme une source, en fait, de renouvellement du récif par rapport à ceux qui ont été détruits au préalable. C'est peut-être que c'est là où justement Titouan intervient. J'imagine que, en plus de vous tous évidemment, mais j'imagine que vous choisissez peut-être un type de corail qui va mieux répondre. C'est aussi l'idée? C'est ça, exactement. Il y a beaucoup d'acteurs, moi je trouve, en Polynésie qui font du super boulot pour les récifs coralliens. C'est un des milieux insulaires les plus étudiés au monde, par exemple Moorea avec le CRIOB et la station GUMP. Et du coup, on a accès à quand même pas mal de littérature scientifique et de données sur les récifs. Aujourd'hui, en Polynésie, comme disait Alexandre, les récifs ont des caractères, ils font signe de résilience. C'est assez ouf depuis le dernier blanchissement, par exemple, en 2019, ou les Taraméas, les Acanthaster ou sinon Oli en 2010. Du coup, c'est assez impressionnant de voir comment ils sont capables de se régénérer naturellement. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup vite. Il y a beaucoup de développement aussi d'algues qui viennent se mettre sur le substrat où normalement les larves à coraux vont venir se fixer. Du coup, nous, avec Coral Gardeners, on essaye vraiment de capter et d'essayer de comprendre pourquoi les récifs coralliens ils sont en train d'évoluer comme ceci et venir y donner un coup de pouce avec du bouturage de coraux, de la restauration du récif en fait. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui à Moorea et dans d'autres îles de la Polynésie, oui. Et est-ce qu'on va gagner cette course?
Est-ce que la science et les connaissances avancent aussi vite que les coraux se dégradent? Euh, Vous avez 4 heures. Je pense que ça va beaucoup trop vite, même avec des efforts qu'on va mettre. On pourrait donner notre vie, par exemple, à sauver les récifs coralliens. On fera toujours une goutte d'eau dans l'océan, entre guillemets. Mais qui est nécessaire. Alors, tout ce qu'on va faire va aider, certainement. Mais au bout d'un moment, on va arriver à un point de rupture si on n'arrête pas les émissions de CO2, etc. Ou bah, même si on va aider, comme Coral Warners va réimplanter du corail, etc., on va arriver à un point où ce sera plus possible et tout simplement les récifs vont changer d'image, un petit peu de vision. On n'aura plus les mêmes espèces de coraux. Ça va faire un peu, on va générer une sélection naturelle Ouais. qui va potentiellement poser des énormes problèmes, comme par exemple la Polynésie qui est insulaire, qui a besoin de tous les poissons, mais tous les poissons n'ont pas besoin de les mêmes coraux. Donc c'est Ouais, un cette ensemble diversité est c'est ça. indispensable. Yann, je reviens à toi, Alexandre. Yann, parle-nous un petit peu du projet, toi. Nous, Uroa. Voilà, ça rejoint un peu Voilà. ce que tout le monde vient de dire là en fait. Donc c'est un projet d'arrachage d'algues et de microfragmentation, microfragmentation de feuilles de développement de corail, pardon. C'était le même constat que Titouan a exposé tout à l'heure. Donc les actions de l'homme font que les caractéristiques de l'eau changent et c'est plus favorable au développement des algues. On a remarqué une prolifération assez importante de ces algues là. Donc l'idée du projet, c'est d'arracher ces algues, de les valoriser, donc en faire quelque chose d'un biostimulant, de la résine ou des prothèses dentaires, mais vraiment le valoriser. Et ensuite étudier l'impact que de cet arrachage a sur le développement du corail. Et en parallèle à ça, donc faire on va développer encore plus du corail, donc la fragmentation, et ensuite multiplier sa croissance. Donc c'est ces deux aspects-là du projet. Et c'est surtout un aspect aussi sensibilisation, parce qu'on va faire une exposition artistique. On va faire un reportage qu'on va publier au FIFO. Et le but, c'est comme on le dit, les actions aujourd'hui, elles ont du mal à contrebalancer les impacts de la pollution. Mais si réalité, on ouais. arrive à sensibiliser, à fédérer les populations, donc ils vont réussir à peut-être changer leur façon de consommer, changer leur façon de produire de l'énergie. Et donc après, on arrivera peut-être à freiner un peu les impacts négatifs de l'homme, tout en contribuant de l'autre côté à développer le corail. Donc peut-être qu'un jour, on arrivera à trouver un équilibre et peut-être même inverser la tendance, je sais pas, mais c'est ce qu'on aimerait en tout cas. À quelle hauteur l'État et le gouvernement, alors je dis toujours dans Manava, on ne fait pas de politique, hein, c'est juste une question et un constat, parce que sont les associations, bon, Créob, c'est pas une association, c'est un laboratoire de recherche, mais là quand même c'est les associations qui prennent ça en main, mais comment l'État et le gouvernement vous donnent un coup de main, messieurs? Du coup, moi, je pense que la Polynésie, elle pourrait complètement devenir leader dans le domaine de la conservation des récifs coralliens. On a vraiment pas mal d'initiatives qui sont déjà en place. Je pense qu'il faut vraiment rester positif, puisque sinon, on va rien faire. Et du coup, aujourd'hui, on ne connaît pas beaucoup les récifs coralliens, mais il y a de plus en plus de sciences, de nouveaux outils, de nouvelles technologies qu'on est en train de développer pour mieux arriver à comprendre ces mécanismes. Et du coup, je pense que c'est tout dans son intérêt à la Polynésie de devenir un leader dans ce développement de l'économie bleue, mais aussi de sa conservation. Nous, on a été pas mal aidés par la direction de l'environnement au début, aussi par la DRM qui nous ont donné les permis et nous ont fait confiance dès les prémices du projet. Du coup, je pense qu'avec les scientifiques, les acteurs, comme toutes les associations qu'il y a, et les populations locales, les pêcheurs, ils connaissent énormément de choses sur les récifs. Si on travaille tous main dans la main, on peut arriver à développer des nouveaux modèles qui vont complètement révolutionner comment on sauvegarde les récifs coralliens dans le monde. Alors, on va essayer de faire une projection négative qu'on va vite effacer ensuite. Si les coraux en Polynésie étaient amenés à disparaître, qu'est-ce qui se passerait, Alexandre? Difficile à dire. Quel serait le bouleversement de l'écosystème et quelles en seraient les conséquences? Difficile à dire parce que du coup, les coraux ne disparaîtront probablement jamais Alors complètement, déjà, voilà, ça c'est une bonne même nouvelle. dans le scénario le plus pessimiste. Après, ce qui est important de rappeler, c'est quand même que le récif corallien offre premièrement une protection des côtes. Donc, sans récif corallien, Il y aurait plus une de érosion des protection côtes des qui se... côtes, Voilà, et une érosion qui pourrait s'accélérer, par exemple. d'accord. Ça offre aussi une nurserie extrêmement importante en fait pour tout un tas d'espèces de poissons, d'invertébrés. Donc, sans récif, plus cette nurserie, plus cet habitat. Donc des équilibres Du aussi coup, par comment rapport à nous, ouais. plus assez de pêche, par exemple. Mais paradoxalement aussi, c'est aussi le fait qu'on surpêche qui entraîne cet état-là, le fait qu'on urbanise qui entraîne cet état-là. Et je voulais rajouter aussi, pour sortir un peu de la question, en fait, ça a été mentionné avec la sensibilisation, connaître et tout, c'est qu'effectivement, il faut connaître de manière précise, en fait, le récif corallien si on veut le protéger. Mm.
Ensuite, ça aidera à répondre à la question, au final, est-ce qu'il y a vraiment besoin de le restaurer ou pas? Puisqu'il y a aussi des équilibres, en fait, des cycles naturels qui se font. Et par exemple, rien que définir qu'est-ce qu'un niveau d'algues normal sur un récif corallien, actuellement, on ne sait pas le dire. Donc du coup, ce serait aussi quelque chose d'important à savoir. Puis la dernière chose, en fait, c'est en conservation, en fait, faut garder à l'esprit que la conservation, c'est un problème de riches, en fait, mais que la conservation peut être efficace seulement avec les populations locales. Or, pour être efficace avec les populations locales, il faut les impliquer, mais il faut également qu'il y ait une égalité quand même sociale pour permettre en fait aux gens de s'intéresser à l'environnement qui les entoure et à le protéger, et puis seulement en dépendre et l'utiliser rien que pour survivre, en fait. Ça doit être D'accord. la base, en fait. Je Ouais. pense que c'est vraiment les gens qui dépendent directement des récifs qui doivent être les gardiens du récif, quoi, et arriver à les préserver. Comme dit Alexandre, on ne connaît pas assez comment fonctionnent ces écosystèmes à l'heure d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, mais il faut aussi commencer à passer à l'action. Je pense qu'il faut oser. On plante des arbres sur Terre depuis des millénaires. Ça fait seulement quelques années qu'on plante des coraux. Les méthodes évoluent tellement vite chaque année. Du coup, moi, je garde beaucoup d'espoir sur les années à venir. En tout cas, faut qu'on se bouge et il faut qu'on travaille tous ensemble pour développer les solutions de demain. Oui. Alors dans cet esprit-là, justement, avec bon, on va dire la passation du savoir d'alerter la génération qui arrive, on va dire les plus jeunes, les écoles, les enfants à qui vous parlez de tout ça, comment est-ce qu'ils perçoivent la nécessité de bien protéger? Ah, ils sont 4 à vouloir répondre. Alors, comment est-ce qu'ils perçoivent la nécessité de protéger les coraux et que c'est leur héritage aussi? Yann? Alors nous c'est un peu le cœur de l'association, c'est la sensibilisation. Donc le président est professeur du coup au collège Henri Hérault. Donc on a décliné des supports de présentation pour tous les niveaux, lycée, collège, primaire et maternelle. Et en maternelle, déjà en maternelle, ils sont super sensibilisés, ils sont super actifs, ils connaissent le mot polype du coup. Donc moi je connaissais Ouais. pas il y a pas très longtemps du coup. Et pareil pour les primaires, donc tous ceux qui travaillent sur l'école des communes de Punaoya où il y a une zone éducative marine, ils sont super au courant par rapport à leurs parents qui viennent dans les maisons de quartier. Ils sont beaucoup plus au courant que les générations précédentes, donc c'est rassurant. Et on a envie de continuer en fait du coup à créer cette dynamique-là pour pouvoir faire perdurer ça, quoi. Après, par exemple, moi de mon côté, je travaille aussi à Montréal avec une association Reva ATA, qui eux ils sont vraiment focalisés sur des formations d'une semaine avec les enfants. On va en cours et avec des scientifiques, on a monté des petits programmes, donc ils font des petites expériences. Ils font leurs Donc vous petites avez aussi photos quadras. vulgarisé pour que les On enfants a- comprennent et Exactement. assimilent tout ça. Exactement, et à la fin de la semaine, moi ce qui m'a plus surpris, travaillant sur le recrutement des coraux, je leur expliquais ce que c'est une petite larve, comment ils recrutent sur le récif, etc. Excellent. À la fin de la semaine, ils arrivaient à me redire le cycle total d'un corail. Ils ont 10 ans, donc c'est un énorme espoir. S'ils comprennent ça, ils vont comprendre après que polluer endommage ces petites larves, etc. C'est un cycle vraiment sans fin, quoi. Est-ce qu'on peut considérer que la Polynésie, on est quand même relativement protégé, on n'a pas l'industrie lourde? Faut aussi, je crois on va remettre en perspective par rapport à C'est d'autres ça. pays qui très clairement, eux, ont des problèmes autrement plus compliqués que les nôtres, mais on doit rester alerte. Est-ce qu'on est quand même... est-ce que la pollution, elle vient quoi? Elle vient de la terre qui est rejetée dans le lagon, hein, Yann, c'est plutôt ça? Parce que c'est pas spécialement les bateaux, c'est pas spécialement tout ça. Ouais, C'est un tout? C'est un tout, comme avait dit souvent, par exemple, les pesticides qui viennent des champs, etc. En fait, il faut Ouais. pas oublier qu'avec les grosses pluies, on le voit très bien à Montréal, quand il y a des C'est ça. énormes cascades, là, on sait tout redescendre dans le lagon. Donc, Bah, on tout voit le est lagon, de toute épais. façon, on voit le couleur du Il y a lagon. pas mal de déjà, c'est ça. stresseurs locaux en fait, et du coup, il faut pas juste sensibiliser ou restaurer le récif, il faut aussi essayer d'agir sur les stresseurs Ouais, locaux. sur la cause. C'est ça, les eaux Exactement. usées, les pesticides dans l'agriculture qui se déversent sur les récifs frangeants. Enfin, il y a aussi la sédimentation avec les remblais, toutes les maisons qui sont en train de se Terrassement, construire c'est à ça. des terrassements. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui viennent ajouter une couche de stress aux coraux, en plus du réchauffement de la planète et de l'acidification des océans, quoi. Comment est-ce que vous réussissez, j'arrive Alexandre, comment est-ce que vous réussissez à vous mettre autour d'une table avec, on va dire, les responsables de l'habitat, les responsables de l'environnement, l'équation a l'air compliquée là. Pour Hein. l'instant, c'est très compliqué, quoi. Pour l'instant, clairement, c'est un peu le problème en écologie de manière générale, c'est que tout le monde est très content d'en parler, mais quand il s'agit de réellement faire les choses, en fait, il y a Est-ce que ça a des incidences peu de gens. économiques? ça a Voilà. obligatoirement des incidences économiques. Enfin, je veux dire, si on veut changer les choses et arriver à un scénario tel que préconisé par l'ensemble des rapports scientifiques depuis plus de 20 ans, quoi, il faudrait changer toute notre manière de fonctionner, en fait. Et puis le problème actuellement que je vois, là, on a parlé des programmes éducatifs dans les écoles et tout.
je trouve ça vraiment génial parce que du coup, les enfants ont accès à un savoir que notre génération on n'avait pas, où on parlait pas et tout. Ouais, Mais puis c'est aussi, on les veille, C'est ça. oui, Ouais. mais d'un autre côté aussi, c'est quand même euh, mettre un poids sur leurs épaules qui est énorme et se dire qu'en fait, c'est eux qui vont changer les Ouais, choses. mais ça, on peut pas faire Et autrement. nous, on peut On n'a pas de machine à continuer remonter dans le temps, donc à voilà. un moment, la décision doit Après, être prise. Ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, c'est aussi aux adultes, aux parents de changer. Et c'est souvent eux qui sont les plus durs à convaincre de Dans changer. l'absolu, s'ils ont fait ça depuis longtemps, tu changeras pas Yaourt du Zeb. C'est qu'à un Mais le moment, problème, les mauvaises c'est- habitudes, elles sont acquises. Et c'est là où je pense que vous avez raison, c'est sur les enfants qu'on doit miser parce Mais que vraiment, Pour les futures générations. Tant qu'ils grandissent, en fait, il sera probablement déjà trop tard, en fait. On est déjà, honnêtement, là, on est déjà dans un scénario qui est déjà à plus 1,5 degré. Si on rajoute la pollution, hein, si on prend par exemple les grandes baies, la baie d'Upunu à Moorea, faut se dire que dans les années 90, on trouvait quasiment du gros massif corallien, en fait, en fond de baie. Maintenant, c'est plus que de la vase, en fait. Ouais. Et au final, en fait, si on n'arrive même pas à changer ça, qu'est-ce qu'on Ouais, qu'est-ce bon, qu'on peut pourquoi faire? on va pas- Mais on va y arriver. le Ouais, point positif, c'est vrai. le point positif dans tout C'est ça, du boulot, hein. c'est que malgré en fait tout ce qu'on met sur la tête du récif, ben on regarde, hein, 2009-2010, Taramea, cyclone, puis un bout de corail sur le récif. En 10 ans, de nouveau un récif Ouais, c'est une notion de vraiment résilience qui est super bien. extraordinaire. hein, Surtout ouais. sur la Voilà. pente externe, ouais. Blanchissement en 2019, et là Ouais, on voilà, a c'est ce que tu encore me disais du tout à l'heure. corail. ouais, donc Enfin, ça... faut garder à l'esprit au fait que le corail est, pour le moment, encore extrêmement résilient, en fait, et il a besoin, au final, ce qu'il nous demande, c'est un peu de protection et de C'est ça. compassion. au Ouais, final. c'est là où vous intervenez tous. Il y a les grands projets à venir qui Ok. tournent. Oui, il y a quelques projets sympas. Moi, je pense vraiment qu'il faut qu'on arrive à ce que l'écologie et l'économie arrivent à se rencontrer et qu'on devienne une force de cette économie bleue. Je pense qu'en Polynésie, on a carrément moyen d'avoir des nouvelles filiales, genre de biologistes marins ici en Polynésie, des jeunes qui sont des jardiniers du corail dans toutes les îles, qui utilisent l'écotourisme pour vivre et emmener les gens, les sensibiliser. Je pense que l'éducation, c'est ultra important. Nous, on vient de commencer à travailler à Te Ahupo, avec l'école là-bas. On a aussi Toaura, comme disait Yann, c'est un projet assez similaire où on travaille avec le collège de Avreitu, là où moi j'étais à l'école à Moorea. Et du coup, on a les jeunes qui viennent collecter, bouturer, planter et monitorer leur corail. Ensuite, ils vont dans les quartiers dire aux personnes plus âgées pourquoi le corail est complètement au centre de cet héritage culturel, que ce soit à Hawaï ou ici. Et du coup, essayer de se réapproprier cet héritage qui s'est un peu déconnecté, mais il est encore bien présent. On le voit avec les pêcheurs. Dans les projets à venir, nous, on va s'internationaliser puisque je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de budget en Polynésie pour avoir des actions assez impactantes pour la sauvegarde des récifs. Du coup, on va essayer de donner une dimension internationale au projet pour lever plus d'enveloppes et arriver ici avec pas une dizaine de membres, mais des centaines de personnes qui agissent pour la sauvegarde des récifs. Du coup, on va ouvrir Fidji, la Thaïlande et Puerto Rico dans les mois à venir. Et on travaille aussi sur beaucoup de nouvelles technologies pour essayer de connecter le récif et pouvoir monitorer. Parce que ce qui manque dans la restauration récifale, le fait de planter des coraux, c'est un suivi long terme de la croissance des coraux, leur état de survie, comment ils viennent affecter, en fait, influencer l'état de santé du récif avec plus de poissons qui reviennent. Et aujourd'hui, on n'a pas cette donnée sur assez le long terme. Du coup, avec notre centre de R&D, de recherche et développement, le CG Labs, on a des scientifiques, des ingénieurs avec des gars comme mes potes et moi qui sont sur le terrain. Et ils travaillent ensemble pour développer des solutions efficaces et qui vont nous servir pour arriver à mieux faire notre travail, tout simplement. Ouais. Tout le monde peut rejoindre votre association? C'est simplement de la bonne volonté? La nôtre, oui, du coup, oui, la nôtre, tout le monde est bienvenu. Il y a des membres bienfaiteurs, donc ils nous aident juste financièrement, ou des gens qui peuvent être membres actifs, participer un peu plus activement à l'association. Donc, la porte est très grande ouverte. Pierrick, j'imagine qu'entre l'expérience que tu as à l'extérieur, ce que tu découvres ici, tu amènes aussi un savoir peut-être qui est développé sur Hawaï, sur la côte Est, et ainsi C'est de ça, suite. moi j'ai un grand avantage, c'est que j'ai travaillé depuis 4 ans ici, j'ai fait tous mes diplômes et tout ça en Polynésie française, tous mes stages. Et maintenant j'ai la chance d'aller à l'international et de voir de nombreux autres récifs coralliens et de voir d'autres résiliences. Et si on revient sur la résilience, il y a des récifs qui n'arrivent pas à être résilients du tout. Et on a cette grande chance en Polynésie d'avoir ces récifs-là, donc apporter des choses qu'on va découvrir par exemple en Australie, en mer Rouge, etc. va être bénéfique tout simplement pour la Polynésie. J'ai une question qui est toute simple, mais de temps en temps, les touristes se disent tiens, les touristes ou d'autres personnes, hein, je stigmatise pas spécialement, mais ils se disent je vais embarquer un petit morceau de corail parce que. Non, mais tu te doutes bien que la question, je l'ai faite pour que tu réagisses comme ça, Tito. Et qu'est-ce qu'ils risquent
Déjà, c'est interdit, il faut pas Ouais, l'oublier. la Mais biosécurité et tout, ouais, c'est interdit et c'est. Non, et je pense que le corail, c'est pas un objet de décoration. Il a sa place dans l'écosystème du récif et il a un rôle ultra important. Ici, si on perd les récifs coralliens de demain, bah, c'est tout. ce que vous disait Alexandre, C'est tout ça, le- c'est tout notre service style de vie écosystémique. qui sera bouleversé, hein. Aujourd'hui, ici, on est lié directement, on dépend directement des services que ces écosystèmes ils nous donnent. Du coup, c'est peut-être l'écosystème le plus important de la Polynésie. Il faut absolument que on se le réapproprie cet héritage et qu'on travaille vraiment avec les pêcheurs, les communautés, les scientifiques, le gouvernement pour arriver à faire en sorte que les futures générations puissent encore profiter de tout ça. Ouais. Alexandre, est-ce que là, on parlait de Tahiti, Moréa, tout ça, ça sera vraiment la conclusion? Dans les îles, ils sont aussi impactés ou ils sont un peu plus tranquilles pour Ça le va moment? ça va dépendre des endroits. Alexandre, il veut pas me faire une seule réponse comme Parce ça. qu'il n'y a hein. jamais une seule réponse C'est dans le bien. sens où, par exemple, quand vous avez un événement de blanchissement, par exemple, à Moorea, eh ben, ça va pas forcément être le cas aux Australes où ils vont très bien se Donc c'est porter. propre à chaque. Ouais. Et en fait, c'est ça qui est compliqué dans la protection du corail, c'est que chaque récif a sa spécificité et chaque espèce l'a également. Voilà, Ils merci. sont interconnectés. On voit avec VTA Liao qui étudie la pente en même temps des politesses russes. On voit que nos îles les récifs sont quand même interconnectés. Et même dans le monde entier, Certains. quoi. Et Donc, ouais, on va y c'est dans faire le monde attention entier, ouais. sur la globalité. Alors le message est donc très clair. Restons vigilants et respectueux envers nos superbes coraux polynésiens. Messieurs, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci pour Cette l'invitation. émission est en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV.